Bonjour, je suis Marie Boulot, je suis anesthésiste réanimateur. Une partie de mon activité consiste à assister des anesthésistes réanimateurs lors des expertises médicales quand ils sont mis en cause. Je vais vous expliquer en 9 points comment va se dérouler votre mise en cause, car malheureusement, la mise en cause des praticiens, quelle que soit la spécialité du plateau lourd, est inévitable, que vous soyez anesthésiste réanimateur ou chirurgien. Cette mise en cause fait maintenant partie de votre activité et il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas improviser. Il faut d'abord prévenir son assureur, c'est un point fondamental. Vous devez réunir les pièces constitutives du dossier médical du patient qui vous met en cause et se préoccuper de fournir toutes les pièces à votre assureur afin de constituer un dossier qui vous permettra de vous défendre. Il ne faut pas répondre directement aux appels ou des courriers du patient ou des instances judiciaires. Il faut de façon impérative passer par votre assureur qui aura des médecins conseils et surtout des avocats pour vous défendre. Il ne faut pas spéculer sur les faits avec vos collègues et en particulier ne pas vous mettre en danger vis-à-vis de vos collègues qui n'ont pas forcément la même police d'assurance que vous. Et il ne faut pas non plus vous mettre en délicatesse avec l'encadrement administratif de votre structure. Il faut transmettre en temps réel les données que vous recevez de la part des instances judiciaires ou autres. Et il faut faire une déclaration circonstanciée des faits de façon tout à fait honnête. C'est comme ça que vous serez le mieux défendu. L'orientation de votre dossier dépendra du type de plainte, c'est-à-dire de la mise en cause qui aura été faite par le patient. Les patients cherchent soit une sanction, une indemnisation ou une sanction et une indemnisation. Un cumul est possible. Sur ce tableau, on voit que ça peut paraître complexe. Néanmoins, il faut se rendre compte que les procédures d'indemnisation sont vraiment ce qui est recherché par les patients, soit vis-à-vis des CCI, c'est-à-dire les commissions de conciliation et d'indemnisation, soit auprès des tribunaux d'instance. Les sanctions pénales ou ordinales sont moins recherchées par les patients car le plus souvent, ils cherchent une indemnisation. En deuxième point, votre médecin conseil va analyser votre dossier et le traduire en termes juridiques aux avocats et aux juristes de l'assurance pour établir secondairement une stratégie de défense. Vous allez, avec son aide, reconstituer de façon chronologique les faits et identifier les différents acteurs de la prise en charge et leur rôle dans la prise en charge de votre patient. Le médecin conseil rend alors un avis synthétique sur la responsabilité en termes intelligibles par le juriste. On appelle ça une analyse préalable du dossier. Lors d'une réunion préparatoire de briefing qui réunira le mis en cause, le médecin conseil et l'avocat spécialiste, vous vérifierez votre dossier avant la réunion d'expertise. Ainsi, vous vérifierez la validité de l'indication chirurgicale ou de la technique anesthésique. Vous vérifierez que l'information a été délivrée de façon claire et royale, que le délai de réflexion aura été suffisant. Bien sûr, vous vérifierez la traçabilité des prescriptions et des informations données aux patients et vous vérifierez ensemble la répartition des tâches dans l'équipe médicale. La réunion d'expertise, ou ACDIT, vous permet de vous expliquer sur votre prise en charge devant tous les acteurs. C'est un moment capital de la procédure, c'est un moment capital qui vous permet d'expliquer votre raisonnement professionnel. Il s'agit en quelque sorte d'un jeu de rôle dans lequel chacun explique sa prise en charge. Il y a des règles à respecter. Ces règles vous auront été expliquées par votre avocat et par votre médecin conseil lors de la réunion préparatoire. La réunion d'expertise permet à l'expert de traduire les faits en droit au juge. L'expertise doit être abordée avec respect, humilité et pédagogie pour que chacun s'y retrouve. On se rend compte régulièrement qu'en définitive, les patients ou les ayants droit des patients en cas de décès ne cherchent en fait qu'à comprendre ce qui s'est passé lors de la prise en charge médicale. C'est un moment capital
Vous devez pouvoir expliquer votre prise en charge. En 5e point, l'expert va évaluer le dommage dont souffre le patient. On en découlera 20 postes de préjudice. Ces 20 postes sont détaillés dans la nomenclature d'un TIAC. Cela permet aux patients et aux avocats de patients d'établir un cahier des charges pour l'indemnisation. Ainsi, à la fin de l'expertise, à la fin de la réunion d'expertise, le dossier médical sera traduit en termes juridiques afin d'établir une responsabilité ou non. Le médecin n'est pas forcément responsable des complications que le patient a rencontrées et l'expert sera en mesure de le déterminer à la fin de son expertise. On parlait avant d'erreurs diagnostiques, d'erreurs thérapeutiques, d'erreurs techniques ou d'aléas thérapeutiques. On parle désormais d'accident médical fautif ou non fautif. On prend toujours en compte l'état antérieur, c'est-à-dire les antécédents du patient. La loi Kouchner, la loi du 4 mars 2002, permet le principe de responsabilité pour faute, c'est-à-dire qu'elle est commune aux procédures amiables et judiciaires. L'expert doit établir si le médecin a commis une faute ou non. S'il a commis une faute, c'est son assureur qui prendra en charge l'indemnisation. S'il n'a pas commis de faute, à condition d'avoir un seuil de gravité suffisant, le patient pourra être indemnisé par l'Office national des accidents médicaux s'il a intenté une procédure CCI, ce qui est désormais le plus fréquent. Il faut bien sûr qu'il y ait des seuils de gravité atteints. Ces seuils sont très contraignants et il est actuellement en discussion de les élargir. Vous devez prévoir une éventuelle mise en cause dans votre pratique actuelle. Elles sont souvent conjointes entre les équipes anesthésiques et les chirurgiens et elles sont aussi souvent conjointes avec les établissements dans lesquels vous travaillez. Ainsi, lors de la réunion d'expertise, seront présents l'établissement, le chirurgien et souvent l'anesthésiste, ce qui n'est pas obligatoire. Les situations à risque de mise en cause sont bien sûr les décès, les complications entraînant un séjour en réanimation et les douleurs neuropathiques du fait de l'essor de l'anesthésie loco-régionale ces dernières années. Bien sûr, vous devez tenir un dossier qui ait une tenue irréprochable afin de pouvoir vous défendre le mieux possible. Il est évident que vous êtes amené à respecter les recommandations des sociétés savantes, en particulier les sociétés françaises. Pour prévenir ce risque, vous avez un devoir d'information en amont, mais aussi en cas de sinistre. Vous êtes tenu d'informer les patients, c'est une obligation qui s'inscrit dans la loi. Les recommandations de l'HAS sont claires, vous avez 15 jours pour prévenir votre patient en cas de dommage. Communiquer, c'est éviter une mise en accusation, car expliquer permet souvent de désamorcer la vindicte des patients qui sont confrontés à ce qu'ils appelaient antérieurement le mur du silence médical.